Ok, ben, bonjour Cyril Diabaté. Merci beaucoup Bonjour. de, merci beaucoup de me donner de ton temps. Alors, pour ceux qui te connaissent, il n'y a plus besoin de te présenter parce que tu es une grosse vedette du monde de la boxe. Pour ceux qui ne te connaissent pas, il faut quand même préciser que tu as été 4 fois champion du monde de boxe en différents styles et que tu as été l'un des Français les plus populaires à l'étranger, avec notamment le MMA, qui est une pratique très particulière d'arts martiaux et de sports de combat. La première chose que vous voyez à la fin d'un combat de MMA, c'est les deux adversaires qui se congratulent et qui font une accolade. Et il y a plein de sports où on ne voit pas ça. Sport de combat. Et donc, tu as représenté très haut les couleurs de la France et un grand chapeau pour ça. Et à titre personnel, je dois dire que je suis un gros fan. Merci, ça fait plaisir. Ouais, c'est bien normal. Alors, on a décidé de se parler un peu tous les deux, et puis pour vraiment aller vers une compréhension d'un phénomène très précis qui est le phénomène du suicide, et Ouais, peut-être plus largement le phénomène de la dépression. ouais. Moi, je suis psychologue, hein, donc c'est pour ça que c'est vraiment mon cœur de métier, ces deux choses-là. Et je voulais savoir un petit peu, donc pour reprendre bien du début, ce qui t'a amené à prendre ce sujet et à le rendre public, parce que tu t'es exprimé de très nombreuses fois là, ces derniers mois sur ce sujet-là. Ouais. Et voilà, ce qui t'a motivé vraiment à le faire et quelles sont les choses qui sont essentielles pour toi dans ce sujet. Bah, c'est très simple. Moi, j'ai l'élément déclencheur de tout ça, ça a été ma propre dépression. En tout cas, la prise de conscience. Si tu veux, comme tu as dit, moi, j'ai plus de 30 ans dans les sports de combat. J'ai fait tout de suite de la compétition et tout de suite, j'étais déjà un enfant qui avait un passif lourd, étant orphelin, ayant vu ma mère mourir à petit feu et la voir combattre sa maladie pendant de nombreuses années jusqu'à sa mort. Et donc, j'ai une enfance un peu particulière, un peu, enfin, très douloureuse, triste, où j'ai subi pas mal de traumas. Ok, Et ensuite, j'ai commencé les sports de combat. Et je dois dire que les sports de combat, comme beaucoup de compétiteurs, comme beaucoup de combattants, on le vit un peu comme une thérapie. C'est-à-dire que ça m'a énormément aidé à traverser mon adolescence, devenir un homme et traverser une partie de mon âge adulte. Mais ceci étant dit, avec le recul, hein, parce que quand tu es dedans, tu sais pas forcément. Ceci étant dit, j'ai eu des périodes dépressives où je broyais du noir, où j'étais vraiment euh, malheureux, tout simplement, pour X raisons. D'ailleurs, je les connaissais pas, mais j'étais. Et ça, je m'en suis aperçu en prenant de l'âge et surtout en faisant ma première psychanalyse, en rencontrant une psy. Et en parlant de mon passé, de mon adolescence, de mon enfance. Et c'est la première fois où j'ai entendu à mon sujet le mot dépression. ok, Et là, ça a été un choc parce que bah, c'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, là, j'ai 49 ans, je vais avoir 50 ans dans quelques mois. C'est il y a 3 ans. Donc, j'avais 47 ans. ok, Jusqu'à mes, jusqu'à mes 47 ans, en fait, Euh, pour moi, j'avais jamais été dépressif ou connu une dépression. En tout ok, cas, en tout cas, je l'exprimais, ouais, j'ai une petite déprime. Alors, j'utilisais le mot déprime parce que dans le contexte français, dans la langue française, déprime, c'est moins péjoratif que le terme dépression. ouais, Euh, et donc, j'ai traversé toutes ces années en étant sujet à des dépressions successives, plus ou moins fortes. Ça m'a pas empêché d'être plusieurs fois champion du monde. Ça m'a pas empêché de traverser la vie, d'avoir des succès tonitruants,
de former des champions, d'être un coach, d'être un papa, d'être tout un tas de choses. Parce que les gens ont l'impression que une fois qu'on est dépressif, ça y est, on est un légume enfermé dans le noir, en train de broyer du noir, mais c'est pas du tout le cas. Et, euh, et donc ça, c'est la prise de conscience de cet état-là, de mon état de dépression à répétition, à l'âge de 47 ans, m'a fait prendre conscience que j'étais pas le seul en fait, que j'étais pas le seul, qu'il y avait d'autres personnes autour de moi. Parce qu'une fois que tu connais les symptômes, une fois que tu sais ce que tu cherches, une fois que tu sais que il y a certains trucs qui sont récurrents, bah, tu te rends compte que les gens autour de toi, il y a plein de gens autour de toi qui sont plus ou moins dépressifs. Et justement, Donc, dans ces phases de déprime, là, comme tu dis, tu ressentais quoi dans ces moments-là? bah, c'est une mélancolie, une tristesse qui est permanente, un manque de motivation qui est flagrant, plus envie de rien faire, plus envie de se lever, plus envie de se battre, plus envie de… tu broies du noir, tu perds confiance en toi, ouais, c'est vraiment un état, enfin, c'est dégueulasse, si j'ai pas d'autres mots, parce que c'est vraiment ça, c'est un truc où t'en arrives à plus t'aimer, t'en arrives à t'isoler. Ouais, parce que moi, je suis quelqu'un qui m'isole dans ces cas-là, donc je m'isole des gens, même les gens qui m'aiment. Et donc, ça a créé des tensions même au sein de mes relations parce que bah, tu as les gens qui t'aiment autour de toi et toi, tu t'éloignes d'eux, en fait. Ouais. Et donc, ça a été la prise de conscience de ça en rencontrant cette psy parce que c'était en plein Covid, je venais de connaître une rupture. J'étais au plus mal, j'avais pas de taf parce que moi je suis dans le sport et donc pendant le Covid, on n'avait pas de boulot. Mm. J'avais aussi mes sportifs qui me témoignaient de leur détresse parce qu'ils combattaient plus et qu'ils s'entraînaient plus. Donc c'est une accumulation de choses qui m'ont plongé dans une dépression bien bien profonde, on va dire. Ouais. Il y a pas d'autres mots. Il y a bien profonde. Et donc, j'avais peur de mon ressenti. Ouais. Voilà. J'avais tellement peur de cet état dégueulasse que je ressentais et les idées qui me traversaient la tête que je me suis dit non, là, c'est pas possible. Il faut que je consulte quelqu'un. Même, Et alors, quand tu as consulté cette psy, ouais, euh, je te vois plus là. ah, Ouais, est-ce que tu me vois là? non, Ah, je sais pas ce qui se passe. alors, pourtant, moi, je te vois vachement bien. Caméra, attends, je la désactive. Je la remets. Est-ce que je suis revenu là? Ah, voilà. Parfait. Super. Ouais. Oui, je te disais, quand tu as consulté cette psy, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a remis un peu sur les rails, en fait? C'est déjà le fait de mettre un mot là-dessus? C'était quoi? Alors, ouais, c'est plusieurs choses. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral. Je suis toujours en train d'essayer de décortiquer les choses. Et c'est vrai que j'étais arrivé à un état de mal-être que j'arrivais pas à expliquer. Alors oui, enfin, la rupture m'a énormément meurtri, mais en même temps, c'était pas ma première rupture. Je comprenais aussi que le contexte Covid, avec les confinements et puis l'isolement des gens, pouvait m'avoir atteint psychologiquement aussi. Ouais. Et mais c'est quand même, c'était pas, enfin, moi qui suis très cartésien, ça me suffisait pas. Donc j'avais besoin de réponses à mes questions. Et donc, j'ai consulté une psy qui a décortiqué avec moi ma vie, mon passé, mon enfance, et voilà, qui a lâché le mot dépression. Donc, c'est vrai qu'une fois ensuite qu'elle m'a expliqué le pourquoi du comment, les mécanismes, notamment les mécanismes de défense que j'avais mis en place depuis mon enfance, il y a tout un tas de choses qui se sont révélées. Donc, j'ai eu une image beaucoup plus nette de ce qui se passait dans ma tête
pourquoi je faisais ce que je faisais, pourquoi je réagissais comme je réagissais et tout un tas de choses. Donc, la simple compréhension de ce qui se passait dans ma tête m'a facilité énormément je ne vais pas dire ma guérison, mais en tout cas, sortir de ce trou profond, en fait. Ok. T'as bien tout éclairé avec elle, toutes les zones qui avaient fait mal, en fait. Voilà, le simple fait de. Alors, elle me demandait pas mal de choses, des incidents dont je pouvais me rappeler lors de mon enfance, des choses qui m'avaient marqué, des choses qui m'avaient blessé, des choses qui m'avaient. Et donc, à force de parler de ça et de décortiquer avec elle ce qui s'était passé et comment ça pouvait se traduire aujourd'hui, bah, ça m'a permis de. C'est comme si mon propre cerveau parlait une autre langue. Et là, Ouais, du jour au lendemain, on m'apprenait à parler cette langue, en fait. Et donc, super, du coup, bah, j'arrivais à comprendre ce qui s'était passé. super, super, ouais. Bon, donc là, t'es sorti du trou à ce moment-là, quoi. Alors, je suis sorti, j'ai encore des coups de blues, hein, mais c'est clair que c'est incomparable avec cette période-là. Là, j'étais vraiment dans un espace, dans une zone horrible. Oui, c'est grâce à ça que j'en suis sorti, c'est sûr. Alors, petite parenthèse, c'est vrai que sur la période Covid, t'es loin d'être le seul, puisque Oui, je regardais un peu, tu as dû les voir aussi, hein, les stats sur le ouais, ouais, suicide. Ça a augmenté plein pot hein, pendant cette période. ouais, Et, ouais, bien sûr. et avec la fameuse tranche d'âge, donc 18-24, ça a été les plus touchés. Parce que tu te doutes bien que des jeunes à qui on coupe toute relation sociale, ils pètent un câble, quoi, hein. Et Ouais, tu ouais, voyais bien qu'en consultation, ils étaient vraiment pas bien du tout. Et l'autre partie, les 35-55, qui eux sont sur des passages à l'acte aussi assez durs, quoi. ouais. Parce qu'ils sont dans une période de vie qui est pas facile. Et justement, sur cette question-là, euh, c'est ça qui m'intéresse vraiment d'aborder avec toi, c'est toute l'image qu'on a du bonhomme qui parle pas, du bonhomme qui prend ses émotions et qui les met à côté, un peu comme dans le film 300, quoi, hein, où ils sont élevés à la Ouais. dure, où il faut pas raconter les émotions, il faut pas être choqué, etc. Et puis petit à petit, on a des champions comme Tyson Fury, grand champion de boxe anglaise, qui commence à dire que bah il a failli se foutre en l'air parce qu'il a une période très dure. On Ouais. a un autre grand champion que tout le monde connaît, Mike Tyson, qui lui aussi a dit qu'il avait traversé des périodes désertiques très très arides. Ouais, On a aussi plus récemment Paddy Pimblett, hein, c'est ça, ça, ouais. euh, sur le suicide d'un ami, qui a, à la suite d'une victoire, a pris le micro en disant, bon voilà, si vous avez des problèmes, il faut en parler, il faut vraiment en parler, c'est très important. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it's by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. Et puis, un autre champion, bah, toi, qui sort du buisson en disant, alors le bonhomme a le droit d'avoir des émotions, quoi. Est-ce que Ouais. tu peux développer ça? Bah, c'est simple, on vit dans une société aujourd'hui enfin, depuis mon enfance, je me souviens, on a toujours essayé de me modeler par rapport à un modèle d'homme, ce que l'homme doit être dans la société moderne. C'est-à-dire, et attention, je dis pas le contraire, hein. Pour moi aussi, un homme doit être fort, ça doit être une personne solide, euh, sur laquelle une personne solide sur laquelle le foyer peut se reposer, sur laquelle la femme et les enfants peuvent se reposer, mais ça n'empêche que il faut pas non plus ignorer euh, les émotions, les sentiments d'un homme. Et c'est avec le recul, en fait, c'est très récent ce que je dis, mais j'ai vraiment ressenti le fait que depuis mon enfance, en fait, on m'a toujours éduqué à être voilà, cette figure de mec un peu taciturne, tu vois, qui parle pas, qui est là, qui est dans
qui est fort, qui encaisse et qui parle pas, quoi, qui ouvre pas sa gueule. Et en fait, c'est très récent, hein, pour moi, en fait, quand j'ai été consulter la psy, ça a été j'appelais à l'aide, en fait. Concrètement, je demandais de l'aide à quelqu'un. Encore une personne que je connaissais pas en plus. Donc, très bizarre. Et en fait, j'étais tellement mal que j'avais pas le choix, en fait. C'est ça le truc. C'est que j'en suis arrivé à un point où j'étais tellement mal que je me suis dit, j'ai pas le choix. C'est ou ça ou je préfère pas enfin, je préfère pas penser à ce qui pourrait se passer si j'avais pas d'aide, en fait. Et, euh, et donc, j'ai été obligé d'appeler à l'aide. Et c'est pendant les consultations, au fur et à mesure des consultations, que j'étais dans le bureau et je me disais, et c'est pas si dur, en fait. C'est pas si dur. C'est pas un truc de ouf. C'est pas parce que je suis là dans son canapé à raconter ma vie et à demander son aide concrètement que je suis une baltringue ou un fomblard, tu vois un mec qui est pas fort, qui est pas. Et donc, c'est en prenant conscience de tout ça, je me suis dit, en fait, il faudrait que tous les gens qui ont des problèmes comme j'ai aillent demander de l'aide, en fait. Ouais. Et j'en suis arrivé à la conclusion de. Euh, J'en suis arrivé là, à 47 ans, euh, à conscientiser tout ça, à intellectualiser tout ça, à réfléchir à tout ce que j'avais traversé et ce qu'il fallait que je fasse pour m'en sortir, qui m'avait amené dans le bureau de cette psy. Mais il y a plein de gens qui font pas ce boulot. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, le même mec, il peut très bien arriver à 47 ans, euh, et puis de se dire non, c'est pas grave, je vais traverser ça tout seul, ne pas demander de l'aide, et puis arriver à un point d'une telle détresse où il se fout en l'air. Exactement. Et c'est parce que récemment, un très bon ami à moi, un ami d'enfance à moi, s'est suicidé. Ok. Donc il avait 47 ans, 48 ans. Quelqu'un que j'aimais profondément, qui était vraiment quelqu'un de sensible, d'intelligent, de subtil. Il avait tout un tas de qualités qui étaient incroyables. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un mois, je me réveille, j'allume mon portable, je vois un nouveau groupe WhatsApp avec plein d'amis dedans. Et les deux premières phrases, donc le groupe WhatsApp, il s'appelle Thomas. Thomas, c'était mon ami. Et donc j'ouvre le groupe WhatsApp, je dis qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et il y a deux phrases. Thomas est parti hier. Deuxième phrase, il a choisi de nous quitter. Et je me réveille comme ça je sais pas, c'est dur à décrire la sensation parce que, enfin, il y a tout un tas des milliards de questions qui t'arrivent dans la tête en même temps. Des milliards, hein, enfin, peut-être pas des milliards, mais en tout cas, il y en a plein et tu t'arrives pas, il y en a aucune à laquelle tu trouves une réponse bah déjà, la première, c'est pourquoi. Ensuite, très vite arrive pourquoi il m'a rien dit. Ouais. Pourquoi les gens n'étaient pas au courant, pourquoi. Et donc, il a laissé une petite fille de 7 ans derrière lui et, euh, et ça a été compliqué parce que dans cette journée, en fait, très vite, j'ai eu sa meilleure amie au téléphone qui était complètement en lock au téléphone. Et on est là, c'est l'incrédulité en fait, c'est de la stupeur. On est stupéfait en fait. On est stupéfait. Et donc cet incident-là, plus ma dépression et plus la prise de conscience de l'état de vulnérabilité des hommes de notre époque, a fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça. C'est pas, c'est non assistance à personne en danger. C'est-à-dire que si on n'en parle pas,
si personne n'en parle et que ça continue et que les mecs continuent à fermer leur gueule quand ça va pas Ouais. et qu'ils en arrivent à se foutre en l'air alors qu'ils ont une famille derrière eux, c'est complètement fou. Pour moi, c'est encore une fois, c'est l'époque qui veut ça parce que on déshumanise clairement les gens. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai été élevé avec l'idée que les hommes ne pleurent pas, les hommes ne parlent pas de leurs sentiments, les hommes ne parlent pas de leurs émotions. Ils disent pas ils demandent surtout pas à l'aide. C'est eux qui représentent la figure forte, le patriarche, le symbole fort du foyer, de la famille. Et donc, il n'a pas le droit d'être faillible, en fait. Ouais. Et donc, et ça donne une société dans laquelle on a énormément d'hommes, surtout de mon âge, qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, clairement, et qui ne demandent pas cette aide parce que on a été inculqué à pas demander, quoi, en fait. Et c'est important, c'est important pour moi aujourd'hui que les jeunes et les moins jeunes aussi comprennent que, encore une fois, moi j'ai traversé des dépressions à répétition. J'ai été 4 fois champion du monde. Et je reprenais aussi l'exemple de Tyson Fury et de Mike Tyson. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Des mecs qui symbolisent le mâle alpha dans toute sa splendeur, tu vois, le mec le gorille, le dos argenté qui bombe le torse et qui tape sur la poitrine. Donc, le symbole même de la force virile, mais qui sont en détresse, mais qui sont en dépression, mais qui sont au bord du suicide. Et il y en a plein, il y en a à travers l'histoire, des boxeurs, ne serait-ce que des boxeurs qui se sont suicidés, il y en a plein. Des combattants de MMA qui se sont suicidés, il y en a plein. Donc, c'est pas parce que le mec, tu as l'impression qu'il peut tout vaincre, il peut terrasser le plus puissant des adversaires, que le mec, il n'est pas en détresse intérieure et qu'il n'est pas au bord du suicide. Ça veut strictement rien dire. Donc, oui, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Et ça, je l'ai bien compris. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je n'hésite pas à prendre la parole parce que, et comme je l'ai dit aussi dans un témoignage, moi, le mec le plus fort mentalement que je connaisse, c'est moi. J'ai pas rencontré un mec plus fort mentalement que moi. Et pourtant, je suis dépressif. Donc, il n'y a pas de, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas parce que l'un n'annule pas l'autre, en fait. Et donc, je parlais de ça récemment et quand j'ai commencé à en parler, il y a eu une résonance. Ouais. C'est-à-dire que sur 14 000 ou 13 000 followers sur Instagram, il y en a peut-être 2 ou 3 000 qui ont vu ma story. Et sur les 2 ou 3 000 qui ont vu ma story, il y a facilement une centaine de mecs qui m'ont parlé en privé. Alors, ça l'est de tout. Hein, ça l'est de franchement, c'est bien ce que tu as fait. Moi aussi, j'ai eu des périodes difficiles. J'ai aussi demandé de l'aide. Personne ne m'a écouté ou j'avais l'impression de demander de l'aide, mais en fait, je n'étais pas compris. Enfin, il y avait un peu de tout. Jusqu'au mec qui me disait « Merci Cyril, tu m'as sauvé la vie ». Okay. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit « Merci Cyril, tu m'as sauvé la vie ». Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais même si c'est une personne, ça sera un exploit et ça sera un truc dont je serai fier toute ma vie. Mais je me dis, sur 2000 personnes qui ont lu sans parler des gens qui n'ont pas parlé aussi, hein, ouais. Qui doivent être une majorité. Donc, je me dis que s'il y a 5 mecs qui étaient au bord du gouffre et qui ont lu ces phrases-là et ça a résonné en eux et qui se sont dit, bah, si lui, il a traversé ça, moi aussi, je peux le traverser. C'est bête de ne pas en profiter, en fait.
c'est bête de ne pas en profiter, c'est bête de ne pas continuer à en parler, c'est bête de fermer les yeux et de continuer comme si de rien n'était. C'est vraiment pour ça que j'ai souhaité prendre un peu de ton temps précieux, parce que dit par toi, ça résonne différemment. Quand on a des professionnels de santé qui disent faites gaffe, entourez-vous bien, parlez-vous, communiquez, il n'y a pas de honte à avoir des émotions, c'est une chose, c'est un discours qui est attendu. Tu vois, quand le psy dit ça, c'est attendu, ça ne surprend pas. Par contre, quand c'est un grand champion comme ça de sport de combat qui est censé incarner, comme tu dis, le dos argenté, bon, là, ça a une autre résonance, parce que tous les mecs et les nanas qui te suivent et qui sont comme ça dans cet esprit parfois de guerrier, eux, ça leur parle de se dire « Ah, mais en fait, un moment de vulnérabilité, c'est possible. » Bien sûr, mais bien sûr. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Tyson Fury en a très bien parlé. C'est-à-dire que lui, plusieurs fois dans son existence, il est au bord du suicide. Il a fait même une semi-tentative de suicide où il est au volant de son bolide, où il roule à je ne sais pas combien de kilomètres heure et il ferme les yeux en espérant que voilà. Et plus la drogue, plus l'alcool, plus tout un tas de choses qui n'ont pas facilité son truc. Et le mec, donc, avant ça, il était champion du monde. Il était classé numéro 1 par toutes les grosses fédérations de boxe anglaises. Ensuite, il traverse sa dépression, sachant qu'il est toujours champion. Hein. C'est pas parce qu'il a perdu ou c'est pas parce que non, c'est juste parce qu'il traverse une période difficile qu'il a du mal à gérer. Et donc, dépression. Et donc, tentative de suicide. Et là, à un moment donné, il a un déclic. Il dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, ça, c'est un mec aussi, entre parenthèses, qui a une famille et des enfants. Le mec, il n'est pas isolé tout seul au fond de sa grotte dans une montagne à broyer du noir. Non, il a une famille, il a des enfants, il aime sa famille, il aime ses enfants, il est aimé. Mais ça ne veut rien dire, en fait, tout ça. Et les gens ne comprennent pas aussi que la dépression, ça peut atteindre n'importe qui. C'est pas parce que t'as pas besoin d'être forcément un toxicomane ou je ne sais quoi, ou avoir des centaines de milliers d'euros de dettes pour être dépressif. Ça n'a rien à voir. Tu peux très bien avoir un bon boulot, avoir une femme, des enfants, avoir un chien, une baraque, avoir tous les crédits payés et quand même être dépressif. Et donc, Tyson Fury, il explique que au moment de son déclic, et là, il faut avoir une sacrée force de caractère. Il a demandé de l'aide, donc il s'est fait aider. Il a commencé il s'est donné des objectifs à atteindre, notamment redevenir le grand boxeur qu'il était avant. Parce que là on parle d'un mec qui fait plus de 2 mètres et au moment des faits, il fait genre 170 ou 180 kilos. C'est un gros lard. Ah, il se laisse complètement aller à ce moment-là. Voilà, il se laisse complètement aller, bibine tous les jours, de la cocaïne et tout ça. Et donc, du jour au lendemain, il a ce déclic, il demande de l'aide, il se donne des objectifs, il se met au régime et il commence à s'entraîner. Et il revient au top niveau. Et c'est ensuite qu'on le voit se taper avec Wilder et tout ça, et qu'il montre une force de caractère qui est hallucinante, puisqu'il se fait il se fait assommer, il se remet debout et il met l'autre KO. Donc c'est un scénario digne de Rocky. Ah, c'est Rocky, cette séquence-là, c'est clairement Rocky. Dans son discours et ses actions, on peut être au bord du gouffre, on peut être un dépressif, drogué, alcoolisé, alcoolique, et qui est au bord du suicide, en revenir et devenir l'homme le plus puissant de la planète. Donc, c'est un message d'espoir, ça. Ouais. C'est un message d'espoir. Je pense que c'est le meilleur message d'espoir qu'on peut avoir. Parce qu'il a incarné à un moment donné, comme je disais, le mal alpha, le mec le plus puissant. Ensuite, il a été vulnérable au point où il était proche de mourir. Et avec sa propre volonté, sa propre vision, ses rêves aussi, ses ambitions,
le fait aussi qu'il avait cet amour autour de lui, ça lui a permis de remonter la pente et redevenir le numéro 1 incontesté. Alors justement, tu dis tout l'amour autour de lui. Ouais. Qu'est-ce qui va faire la différence en fait entre, même si il n'y a pas de, enfin même moi, je veux dire la réponse, je l'ai pas. Hein, dire le passage à l'acte. Tu vois, là, j'ai eu toute une famille là en consultation parce qu'il y a le papa qui s'est suicidé et ils l'ont absolument pas vu venir, ils savent pas du tout d'où ça vient. Enfin, ils ont vu qu'il était un peu fatigué au travail, mais c'est tout quoi. Donc, la différence entre quelqu'un qui va se relever et quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, on peut pas vraiment le prédire. Mais pour toi, quels sont les facteurs qui vont favoriser, on va dire, le retour en forme? Ça pourrait être n'importe quoi, en fait. Moi, je suis persuadé que des fois, le simple fait d'entendre une phrase dans la bouche d'une certaine personne à un certain moment, ça peut changer ta destinée, en fait. Euh, je vais prendre mon exemple. Hum. Je vais prendre mon exemple. Je suis devenu champion du monde X fois en boxe parce que j'ai cette force de caractère, mais parce que aussi il y a un concours de circonstances. C'est-à-dire que ma grand-mère qui m'a accueilli après le décès de ma mère, donc je suis venu habiter avec ma grand-mère et je voulais absolument faire de la boxe. Et ma grand-mère voulait pas que je fasse de la boxe parce qu'elle estimait que c'était trop violent, que j'étais déjà un enfant turbulent et que ceci, cela. Et donc, j'ai dû attendre mes 18 ans pour faire de la boxe. Ok. Et je commence la boxe. Je tombe amoureux immédiatement de la boxe. Je veux absolument devenir un compétiteur. J'ai la chance de tomber dans. Alors, ma grand-mère voulait pas que je m'inscrive dans un club trop loin de la maison non plus. Donc, je m'inscris dans le club le plus proche de chez moi. Et j'ai la chance de tomber sur un personnage qui s'appelle Robert Paturel, qui est une grande figure de la boxe française et des boxes pieds-poings en France, qui a été notamment un des membres fondateurs du RAID de la police nationale. Donc c'est quelqu'un, c'est un Grand quelqu'un, monsieur. Ouais. un personnage, quoi. Hum. D'ailleurs, son symbole, son animal totem à lui, c'est justement un doigt argenté. Voilà, on y est. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur ce mec-là. Et ce mec-là m'a dit une phrase un jour qui a résonné en moi. Alors, moi, je commence la boxe, je lui dis que je vais faire de la compète et que je vais devenir champion. Et il me dit, ça ne tient qu'à toi. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu as l'œil du tigre, t'en veux, et ça, pour moi, c'est suffisant. Et bien, cette phrase-là, à cette époque, dans ma tête à moi, ça m'a mis un coup de boost. Ça m'a mis, ça m'a mis un coup de boost. Et je pense que ça a été un accélérateur. Je pense que le fait qu'il m'ait donné confiance en moi, en tout cas qu'il ait témoigné de sa confiance à ce moment-là, dans ma très très jeune carrière, hein, je venais de commencer, ça a été ça a été un déclencheur de quelque chose. Ça se trouve, je serais tombé sur un connard qui m'aurait dit ouais, bah vas-y, ouais, si tu veux faire de la compète, vas-y, fais-toi plaisir. Ça n'aurait pas du tout eu le même effet sur moi. Ouais. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, oui, il y a forcément, si plus tu t'entoures avec des gens qui sont bienveillants, qui ont une énergie positive et qui sont à l'écoute, qui sont dans la communication et qui veulent foncièrement savoir ce qui se passe dans ta tête et qui veulent t'aider, bah oui, forcément, il y a moins de chances que tu passes à l'acte, je pense. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que notre société déshumanise les gens, insensibilise, et donc on se retrouve avec des gens qui parlent plus forcément de leurs sentiments, plus forcément de leurs émotions, et on a des gens qui cohabitent en fait, qui cohabitent sous le même toit,
qui se parlent pas forcément, en tout cas qui se parlent pas des choses véritables, les choses essentielles, les choses profondes. Et c'est pas évident en fait quand tu es justement un dépressif et que tu es un hypersensible ou t'es quelqu'un qui est à fleur de peau, un écorché vif, et que tu as tout un tas de gens autour de toi mais qui communiquent pas avec toi. En tout cas, pas de ces choses-là. Ouais. Et c'est facile de tomber ensuite dans un engrenage d'une dépression et c'est facile de se retrouver dans un puits sans lumière et d'avoir aucun moyen de s'en sortir. Ouais. Et pour moi, les psys ou les coachs mentaux ou peu importe, toutes les personnes qui sont bénéfiques à la santé mentale, ça peut même être un prof de yoga, ça peut être un prof de sport, ça peut être tous les gens qui sont susceptibles de t'apporter quelque chose, un bien-être, ou même des outils pour t'aider toi-même. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que ces gens-là sont essentiels, en fait. Encore plus dans cette société d'humains déshumanisés. La place du sport, tu la mets où là-dedans? Très importante. Très importante. La place du sport, elle est essentielle, en fait. Elle est essentielle parce que quand tu fais une séance d'entraînement, tu as donné ton tout et que tu es fatigué, mais que tu es joyeux en même temps, il y a une espèce d'euphorie. Tu es plein de différentes hormones dans ton corps qui te donnent un bien-être et qui te donnent aussi une satisfaction et un sens de fierté. Et donc, même pour le dépressif le plus qui a les idées les plus noires, le sport peut être que bénéfique en fait. Le problème, c'est que le dépressif, il va avoir du mal à s'y mettre. Exactement. Ou à s'y remettre, ce qui s'est passé avec Tyson Fury, qui a Voilà, passé des semaines et des semaines dans le noir à plus rien faire. Voilà, exactement. Donc, ouais, au lieu de prescrire des drogues, au lieu de prescrire des anxiolytiques, je pense que la meilleure chose qu'on puisse prescrire à n'importe quel dépressif, c'est une activité physique. Encore mieux s'il aime cette activité physique et qu'il est amoureux de ce sport. Parce que pour moi, c'est indéniable. Ça fait un bien fou. Ouais. Est-ce que toi, par exemple, quand tu allais, parce que tu fais un sport qui est particulièrement intense, Ouais. où tu t'es dépassé plusieurs fois, on les compte même pas, les moments où tu t'es dépassé, ne serait-ce qu'à l'entraînement, ne serait-ce que lors des prépas physiques qui sont super intenses, et le jour J dans les compétitions ou les combats, on pense à tous les grands combats que tu as fait. Est-ce que ces moments-là où tu es allé par-dessus toi, où tu avais tout qui disait stop, j'en peux plus, et tu y allais quand même, est-ce que ça t'a aidé? Forcément, parce que le sport de haut niveau qui te pousse à la performance, et comme tu as dit, te permet de te transcender, de repousser tes limites. À chaque limite repoussée, à chaque ligne d'arrivée franchie, tu ressens une satisfaction, une fierté qui est ultra bénéfique en fait. Le fait, moi j'ai fait les sports de combat pour moi. Bien évidemment, j'ai eu des fans, des admirateurs, tout un tas de coupures de presse, des articles, des documentaires. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pour moi un effet secondaire de ce que je voulais vraiment. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé les sports de combat, c'était un challenge par rapport à moi-même. Je voulais absolument me prouver à moi-même que j'étais le meilleur dans les sports de combat. Et en cherchant à me satisfaire, j'ai eu du succès avec les autres et les autres m'ont témoigné de leur admiration. Et donc, c'est des effets secondaires qui sont super bénéfiques. Parce que quand tu vois quelqu'un qui t'admire ou qui te dit que tu es fort et que tu es un modèle pour lui, forcément, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Mais avant ça,
la personne que je voulais satisfaire le plus, c'était moi. Et quand je gagnais un combat, par exemple, où je devenais champion, euh, bah oui, tu t'es gonflé de fierté, tu es fier de toi, quoi. Tu t'es challengé toi-même en Ouais. disant, voilà, je veux me prouver que je suis le meilleur. Tu y arrives. Bah, franchement, c'est un sentiment qui est indescriptible, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien toute cette période. Et même si je traversais j'ai toujours traversé, avec le recul, hein, j'ai toujours traversé des périodes plus ou moins difficiles. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque victoire que j'avais, ça me galvanisait et puis ça me rendait plus fort pour combattre à nouveau. Et puis c'est vrai que moi personnellement, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, je me souviens d'un combat précisément, même si tous les combats que tu as menés c'était des moments magnifiques, mais celui contre Rick Rufus, où il y a eu comme un changement dans l'histoire du pied-point, quoi. C'est-à-dire que lui arrive avec une approche très full contact, très aérienne, et puis Ouais, toi tu arrives avec une approche très Muay Thai, et ouais. c'était pas la première fois, hein, il s'était déjà mangé un Thaïlandais quelques années avant Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. qui l'avait déjà bien bousculé. Bon, tu as eu des grands moments d'histoire dans la boxe, donc en connaît ton parcours, on voit bien que ça a pu être un gros carburant. Ouais, Euh, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. et et j'aimerais revenir avec toi sur un moment moi, qui m'a paru assez lunaire, et je crois qu'on est passé à côté vraiment d'un message important. Ça date d'il y a quelques années quand tu étais passé chez Ruquier, dans Ouais, l'émission On n'est pas couché, ouais. où bon, ils t'avaient Ah, je reçu. sais de quoi tu vas me parler. Ah, bon, alors je le dis comme ça, on voit si on est raccord. Ouais, C'est ouais. qu'en gros, ils étaient tous. Alors, ça se voyait qu'ils avaient aucun rapport au corps, quoi, ces mecs-là. Oui, Euh, ils étaient tous effarés de la dite violence, vraiment, qu'il faut mettre entre guillemets, de la dite violence du MMA, de la boxe, du sport de combat en général. Et ils essayaient de faire parler en toi la bête sauvage, pas du tout civilisée, qui veut juste tuer des gens, quoi. voilà, exact. Alors que là, depuis le début, on est en train de dire que le sport, c'est peut-être un des meilleurs moyens pour se sentir, au minimum se sentir bien, deux, éviter de crever quand ça va mal, quoi. Et vous, vous êtes dans un sport qui est né dans une forme de sauvagerie, qui peu à peu se civilise. Est-ce que... Mais vous, par exemple, vous éprouvez quoi lorsque vous mettez quelqu'un KO après lui avoir asséné une quinzaine de coups de coude? Vous essayez de me faire dire qu'en gros, j'ai des pulsions sadiques. Ouais, ouais, Qu'est-ce bien que tu sûr. dis, toi, par rapport à ça? Puisque tu y étais, hein, sur le plateau, c'est toi qui as été interviewé. Bah, comme tu as dit, en même temps, c'était des personnes qui étaient. C'est marrant, des fois, quand je parle avec des gens de ce que je fais, des sports de combat, et notamment le MMA, ils tout le monde me parle de la violence. Tout le monde, absolument tout le monde me parle de la violence et de la douleur. Hmm. Ah, mais ça va faire mal, mais pourquoi tu vous tapez dessus? Est-ce que tu le détestes? Et je leur répète à chaque fois que ce que tu vois là, le combat, là, ce que tu vois que les deux mecs en train de se taper dans une cage, c'est peut-être, je sais pas moi, 2% de ma pratique en fait. C'est 2% de ma pratique. 98% du temps euh, que je pratique ce sport, je suis à la salle, je suis Hmm. en train de m'entraîner, ou je suis dans une salle de fitness en train de faire du cardio, Hmm. ou je suis en train d'enseigner ce que je sais, mon savoir, à d'autres personnes, Ouais, notamment des femmes. ouais. Enfin, le temps que je passe dans une cage à me taper avec un autre mec, c'est même pas, en vrai, c'est même pas 2%. C'est même pas 2%. Et 98% du temps passé à pratiquer ce sport m'apporte énormément. M'apporte énormément. C'est-à-dire que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de me muscler, faire du cardio, faire en sorte d'améliorer mes performances. Je suis en train de transmettre mon savoir. Je suis en train de. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont, qui font partie de cette pratique, qui sont ultra bénéfiques, mais pas que pour moi en plus. Ouais. Parce que j'aide les jeunes de cité, ainsi de suite. Donc, et pourtant, les gens qui me parlent de ce sport parlent que des coups qu'ils voient dans une cage
Et moi, je vois même pas la violence en plus. C'est-à-dire que ça va même plus loin. C'est que quand moi, je rentre dans une cage avec un mec, non seulement j'ai pas d'animosité envers lui, pas du tout même, Mmh. j'ai aucun sentiment négatif vis-à-vis de lui. Au contraire, généralement, c'est quelqu'un que je respecte. Il y en a quelques-uns que j'ai admirés aussi. Mmh. J'ai pas d'animosité, je le respecte parce qu'il fait la même chose que moi. Je sais que c'est aussi dur pour lui que pour moi. Et quand on s'affronte, ça pourrait être avec une voiture ou avec une raquette à la main, ça pourrait être une course de fond, ça pourrait être un sprint, peu Mmh. importe. Ça pourrait être n'importe quelle forme de compétition, sauf que nous, on a choisi la compétition qui est pour moi la plus dure, puisqu'il y a la douleur, puisqu'il y a le stress, la peur qu'il faut gérer. Il y a tout un tas de trucs qu'il faut gérer qu'on ne retrouve pas dans les autres sports, comme le foot ou comme une course automobile, par exemple. Et donc, pour moi, c'est la forme la plus pure de compétition qui soit, Mmh. la plus honorable. Ouais. Et effectivement, la violence, je crois que c'est Skarbowski, hein, qui dit la violence, elle est en dehors du ring. C'est tous les gens qui crient tue-le, arrache-lui la tête, parce que Exactement. eux n'y sont pas. Exactement. Ouais, Mais toi, quand je suis en face du mec, euh, nique-lui sa mère. Non, ben non, j'ai pas envie ni ça, j'ai pas envie de ni lui arracher la tête, ni lui casser un os. Moi, je veux juste battre mon adversaire, le dominer psychologiquement, physiquement et techniquement, Mmh. lui imposer ma technique à moi et en sortir vainqueur. Si pour ça, il va falloir que je le mette KO ou que je lui fasse une soumission, eh ben, c'est les règles du sport. Euh, mais j'ai pas d'animosité j'ai pas d'animosité envers lui. Et donc, quand je me retrouve sur Ruquier avec ces bobos parisiens qui me posent ces questions, c'est littéraire avec des mèches et qui me disent tout un tas de trucs qui ont rien à voir avec ce que je pratique. Effectivement, ça donne un moment lunaire parce que je comprends pas. À un moment donné, elle parle du décès de ma mère et que je sais pas quoi, que je veux combattre la mort ou je sais pas. J'ai pas, j'ai vécu un moment assez hallucinant parce que c'est des gens qui sont complètement, et déjà, ça peut pas être des sportifs déjà, et non, encore moins des gens qui sont dans les arts martiaux. non. Ou même dans les sports de contact, hein, c'est pas un rugbyman qui Dans va les- te poser la question, quoi. Ouais, ouais. Et donc, j'ai compris, ouais, pour moi, c'était lunaire. Et j'avais envie de leur dire, mais j'avais envie de leur poser plein de questions. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que tu te drogues? Est-ce que tu fais des trucs qui te niquent la santé? Ben, bon, moi, j'ai choisi les sports de combat. Je Mmh. pense que je suis en meilleure santé que vous tous ici réunis. Mmh. Et, voilà, donc il y avait vraiment un décalage entre ce que moi je vivais et ce que eux, ils avaient l'impression que je vivais à travers les arts martiaux. Et puis il y a cette espèce de non-acceptation de toute forme de violence physique. Oui, Alors, dans certains cas, bien sûr que non, il ne faut pas qu'elle apparaisse. Mais là, c'est un contrat, je veux dire, c'est ton boulot. ouais, Il y a un contrat qui est à la fois explicite parce que tu es payé, et puis qui est implicite aussi, où vous êtes dans une cage pour une durée limitée, et il y en a un qui va sortir vainqueur de ça. Donc, voilà. bien sûr qu'il va y avoir des échanges là-dessus, et comme c'est pas du tennis, vous allez vous taper dessus. Ouais. Tout ça, c'est bien encadré. Là où j'aimerais aussi avoir ton avis, c'est sur ce qu'on appelle la violence. Parce que tu vois, par exemple, pour revenir sur Ruquier, j'ai trouvé de nombreuses fois des interventions vachement passives-agressives, beaucoup plus violentes que Bien sûr, quelqu'un qui se lèverait et qui mettrait un point bien sûr. d'anglais, quoi. Bah, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. J'ai dit à un moment donné, je sais plus qui me pose la question, mais est-ce que tu te rends compte que tu es violent, ceci, cela? Et je dis, mais vous n'êtes pas violent quand vous avez un invité sur le plateau et que vous le dézinguez devant des millions de spectateurs. C'est quoi? Je pense que moi qui tape sur un mec dans une cage, Mmh. moi qui tape sur un mec dans une cage, lui, il va avoir des bobos, il va peut-être prendre un KO, mais la semaine d'après, il aura oublié, en tout cas, physiquement, son corps
aura récupéré. Tandis que tu passes chez Ruquier sur le siège devant des espèces de vautours là, qui te défoncent la gueule devant des millions de téléspectateurs, pour peu qu'ils t'humilient, Mm. ça, c'est des traumas qui vont rester à vie, ça. On est d'accord. Si tu n'as pas trop Donc, l'habitude des plateaux, que c'est pas ton métier et que bien sûr. on va te chercher sur des domaines qui sont pas les tiens et qu'on te met en difficulté, ça peut être vraiment, oui, traumatisant parce que le lendemain, tu te balades dans la rue et il y a des gens qui vont te reconnaître que par rapport à ça, alors que c'est pas du tout ton métier. Bien sûr. Et puis des années plus tard, à ton bureau, il y a un mec qui va te sortir, qui va te vanner par rapport au fait on t'a humilié devant Ruquier ou je sais pas quoi. Donc, ouais, bien sûr que c'est pour ça que je leur ai dit d'ailleurs. La violence, elle est, enfin moi, la violence sportive qu'on peut rencontrer dans un match de MMA, c'est rien en comparaison avec ce qu'ils sont capables de faire les médias, tu vois. Et justement, sur la question du harcèlement, puisque là, au plus je t'entends parler, au plus je me dis, il y a vraiment, on cible les gens qui ont voilà, 35-55, qui sont vraiment dans la tranche d'âge la plus à risque, puisque c'est celle-là Ouais. qui est la plus à risque en France. Mais il y a aussi les jeunes. Les jeunes, Oui. quand tu sais que eux, ils ont un espoir de dingue quand ils font du sport. Il y a plein de jeunes de cité qui font du foot, du MMA, de la boxe et qui s'en sortent grâce à ça. Et ça, c'est toujours super important de le souligner. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit aux jeunes qui sont harcelés? Parce que tu vois, il y a la réponse fastoche du bah, de toute façon, tu mets des bourre-pifs et puis ça roule. Bon, très bien. Celle-là, on l'a. Mais en fait, tu vois, toi qui est passé par chez Ruquier avec des espèces de questions ultra passives-agressives qui sont d'une violence incroyable, bon, tu t'en fous, ça a glissé, mais ça n'a rien à voir avec un conflit physique. Qu'est-ce qu'on dit aux minots qui se font embêter quand ils sont gamins? Alors, moi, j'ai des gamins, donc je leur dis, quoi qu'il arrive, il faut pas se laisser faire. Bon, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, Oui, mais déjà, il faut leur mettre dans la tête que faut pas se laisser faire, déjà, pour tout un tas de raisons, notamment le fait que la perception, et ça, c'est quelque chose que je dis à mes élèves très souvent, la perception que tu as de toi va te définir, en fait. Et que si tu as l'impression d'être une merde tous les jours parce que tu te laisses marcher sur les pieds par telle ou telle personne, ça va être compliqué d'en sortir indemne. Il va falloir à un moment donné que tu serres les dents et que tu cherches à plus te laisser faire, même si c'est dur à faire, mais c'est ça. Parce que enfin, le sigle de l'équipe, c'est W4L pour Warrior for Life, guerrier de la vie ou pour la vie. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que même si ça paraît cliché, même si on l'a entendu des milliards de fois, moi, je suis persuadé que la vie est un combat. oui, La vie est un combat et que comme c'est un combat et qu'on sait que c'est un combat, il faut se préparer à ce combat. Il faut s'armer pour ce combat. Il faut entretenir ses armes et son armure pour ce combat. Il faut être toujours prêt, en fait. Et donc, un jeune qui se fait harceler, comme je disais tout à l'heure, déjà, il faut qu'il demande de l'aide, déjà, premièrement. Pas rester dans son mutisme, pas rester dans le silence. Si l'adversaire est trop gros, il va falloir de l'aide, après, il va falloir s'entraîner, il va falloir se préparer et il va falloir combattre. Parce que celui qui ferme sa gueule et qui se laisse faire, il a toujours ce truc-là de cette perception qu'il a avec de lui-même qui va être là toute sa vie, en fait. c'est ça. Et c'est confirmé en plus. C'est-à-dire qu'il sent merdique, les autres le considèrent comme une merde, donc finalement, tout est juste, quoi. Hein. C'est bien Voilà, c'est un confirmé, il cercle reste vicieux. là-dedans. Ouais. C'est un cercle vicieux, voilà. Et pour en revenir à mes combattants, je leur dis toujours, ça c'est un truc qui revient, je leur répète et j'espère que le message est passé, mais la perception que tu as de toi-même fait de toi qui tu es. C'est-à-dire que si tu te considères comme une merde en tant que combattant,
D'accord? Ah bah non, je suis pas fort. Ah bah non, tu seras jamais champion du monde. Tu seras jamais champion du monde. Et quand tu interviews des Conor McGregor, des Ouais, Mohamed Ali, tous ces gens-là, les Mike ouais. Tyson et tout ça, avant d'être champion du monde, ils se considéraient déjà comme étant comme étant un champion du monde. Ils étaient déjà champions du monde bien avant, effectivement. Voilà. Et Donc, on dit d'eux qu'ils avaient la grosse tête, mais en fait, non. Ils avaient non, une estime d'eux-mêmes qui était à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire. voilà, exactement. Donc, ça, c'est quelque chose que j'inculque, que j'essaie d'inculquer en tout cas à mes sportifs. C'est-à-dire que plus tes objectifs sont grandioses et plus tu dois avoir une vision de toi qui est à la hauteur de tes objectifs. Tu peux pas, tu peux pas te considérer comme un bon petit boxeur et espérer être champion du monde. Non, il faut que tu te considères comme un champion du monde, ou en tout cas comme un futur champion du monde. Tu peux pas te, tu peux pas arriver en bas de la montagne en regardant le haut de la montagne et te dire ah bah je vais quand même essayer d'aller le plus haut possible. Non, c'est pas ça, c'est pas ce cheminement-là qu'il faut faire. Et donc, pour en revenir à ton histoire de harcèlement, c'est important aussi que le gamin, il faut qu'il demande de l'aide. Il faut qu'on lui donne de l'aide, mais il faut qu'il s'aide lui-même. Ouais. Parce que s'il ne s'aide pas lui-même, il aura toujours cette vision merdique de lui-même. Et ça me fait penser vraiment au respect de soi. Si on se respecte, forcément, ça invite les autres à faire de même. Bien sûr. Et Oui, oui, si on se sent mal, forcément, ça va inviter les gens mal intentionnés à venir à notre rencontre. c'est Euh, ça. donc, le respect de soi, bien sûr, dans le sport, ça passe par hygiène de vie, par hygiène alimentaire, par tout ce que tu veux. C'est pour ça que ça fait des personnes qui sont en forme. Mais on peut tout à fait faire le parallèle au monde hors sport. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il est bien évident que si on mange n'importe comment, qu'on boit n'importe comment, qu'on fait n'importe quoi de notre vie, qu'on a un travail qu'on n'aime pas, même si parfois on subit le boulot, on n'a pas le choix pour manger, mais qu'on a un travail qu'on n'aime pas, et qu'on a une famille qu'on n'aime pas, parce qu'on n'a pas fait les bons choix, parce qu'on a fait des choix à la va-vite. Ça, c'est peut-être aussi des formes de terrain glissant pour la suite. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Non, je pense que les dépressifs, à mon avis, d'une manière générale, c'est le contexte de leur vie, leur entourage, leur situation peut-être professionnelle. C'est un tout qui fait que, à un moment donné, comme tu dis, ils sont sur une pente glissante. Et puis après, une fois que, comme je disais, tu es au fond du puits, c'est pas toujours évident d'en sortir tout seul. C'est pour ça que c'est important. Et ce que je répète sur mes réseaux, sur mes différents réseaux en ce moment, il faut demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide. Il faut savoir mettre son ego mal placé de côté et savoir demander de l'aide pour revenir plus fort. Et donc avec un meilleur ego. Voilà, exactement. Bon, bah écoute, Cyril, merci beaucoup, hein. Merci. On a abordé pas mal de sujets, je pense que c'est bon, hein. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, je vais répéter encore ce message parce qu'il est important. Il est important que les mecs comprennent que les mecs comprennent que c'est pas un signe de faiblesse en fait. C'est pas parce que tu demandes de l'aide ou c'est pas parce que tu prends en consultation avec un psy, c'est pas parce que tu as un coach mental ou que tu vas voir un sophrologue ou un hypnothérapeute ou peu importe l'outil que tu as choisi, mais c'est important qu'ils comprennent que des fois dans la vie, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'aide. Que ça ne montre pas une faiblesse quelconque, ça demande une sagesse. Ça demande et ça montre une sagesse. Euh, et puis le fait d'avoir suffisamment d'avoir du recul sur soi-même, être capable d'aller voir un psy. Moi, je regrette une chose, c'est que j'ai attendu 47 ans avant de le faire. J'ai C'est un attendu. regret. Mm. C'est un regret, bien sûr. Alors, ma grand-mère m'avait emmené voir un pédopsychiatre quand j'avais 14 ans. Juste après le décès de ma mère, j'étais pas prêt à cet âge-là. J'étais trop fermé, trop fermé.
Et puis peut-être que le pédopsie n'était pas bon non plus et n'avait pas trouvé les mots justes pour me faciliter la communication, mais j'étais pas prêt. Et donc, c'est vrai que pendant une très grosse partie de ma vie, j'avais une mauvaise opinion des pédopsies et des psys en général. Mm. Il a fallu énormément de temps, hein, il a fallu 30 ans, plus de 30 ans pour que ça change. Mais j'aurais voulu avoir la sagesse plus tôt d'aller consulter et de me faire aider, en fait. Je pense que j'aurais une meilleure carrière. Je pense Et- que j'aurais eu une meilleure carrière. Je pense que j'aurais eu réussi des relations qui ont foiré. Ok. Parce que c'est dur aussi de réussir ces relations avec quelqu'un quand quand on a des blessures, des plaies ouvertes. C'est compliqué d'être c'est compliqué d'être dans la communication et dans le partage de ses émotions quand on a appris toute sa vie à fermer sa gueule et à ne pas parler. Ouais. Je vois beaucoup de femmes qui se plaignent aujourd'hui qu'elles ont du mal à communiquer avec leur mec. Mais on a été éduqués comme ça, en fait. On a été éduqués à ne pas parler de nos problèmes, ne pas parler de nos ressentis. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui se sentent lésées parce que justement, elles ont un mec qu'elles aiment et qui ne leur parle pas. Mais ce n'est pas de notre faute, on a été éduqués comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va parler à la fois à ceux qui sont dans le dur en ce moment pour leur dire qu'il y a toujours de la lumière quelque part, Bien qu'il sûr. faut effectivement ouvrir des portes, aller taper aux portes, prendre son téléphone, appeler, il y a toujours quelqu'un qui va avoir un bon mot, comme tu disais tout à l'heure. Ne pas hésiter à les consulter, bien sûr. Et puis, dire aussi aux jeunes de déjà commencer à se respecter soi, mettre Ouais. toutes les chances de son côté, et comme ça, pouvoir avancer en évitant le plus possible ce chemin. Bon, même s'il est pris, il n'est pas fatal, hein, c'est possible de s'en sortir, mais le mieux, c'est de mettre déjà toutes les chances de son côté, quoi. Ouais. Ok, bah Cyril, on va pouvoir saluer tous ceux qui nous écoutent, et puis nous, moi, je te salue en privé après, une fois que OK. l'enregistrement est terminé. Merci encore une fois, Cyril. Et puis Merci à toi. merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce beau témoignage jusqu'au bout. À bientôt. À bientôt.